Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Lecture Jean Naroun. Avant-propos. Qu'est-ce que la violence? Pas seulement celle des coups de poing ou des coups de couteau, des agressions physiques directes, mais aussi celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres. Qui permet la distribution des dividendes en même temps que le licenciement de ceux qui les ont produits? Qui autorise des rémunérations pharaoniques en millions d'euros et des revalorisations du SMIC qui se comptent en centimes? Mobilisés à tous les instants et sur tous les fronts, les plus riches agissent en tenue de camouflage, costume cravate et bonne manière sur le devant de la scène, exploitation sans vergogne des plus modestes comme règle d'or dans les coulisses. Cette violence sociale, relayée par une violence dans les esprits, tient les plus humbles en respect. Le respect de la puissance, du savoir, de l'élégance, de la culture, des relations entre gens du beau et du grand monde. L'accaparement d'une grande partie des richesses produites par le travail, dans l'économie réelle, est organisé dans les circuits mafieux de la finance gangrénée. Les riches sont les commanditaires et les bénéficiaires de cette violence aux apparences savantes et impénétrables qui confisquent les fruits du travail. À travers les chroniques de la guerre sociale en cours, nous allons observer le visage des vrais casseurs en nous appuyant sur du concret, des descriptions de lieux et de faits, et l'analyse des mécanismes de cette violence insidieuse venue d'en haut. La crise est celle de vies brisées, amputées de tout projet d'avenir, dans cette immense casse sociale à laquelle les dirigeants politiques de la droite et de la gauche libérale se sont associés. 1. Patrons spéculateurs et salariés jetables. Dans les années 1970, lorsque Michel et sa famille présentent Nouzonville à Monique, petite bourgeoise d'une autre province, la ville sent le fer et les usines s'imposent à la vue par les grands portails ouverts sur des cours encombrés de pièces métalliques. C'est le décor de l'enfance du père de Michel, qui fut un temps ouvrier polisseur. Lorsque son fils, devenu sociologue, vient y enquêter au début des années 1980, alors que la mutation d'un capitalisme industriel en capitalisme financier est en cours, les marteaux-pilons constituent encore le fond sonore permanent de la ville, de l'aube à la tombée de la nuit. L'habitat et les usines sont imbriqués. Les ateliers sont ouverts sur la rue. Le bruit du moindre tour parvient aux oreilles du passant. On prend la gamelle dehors pour profiter du soleil ou de la paix du soir, et il n'est pas rare de voir les enfants ou une épouse venir bavarder, avec le père ou le mari, le temps de la pause. L'hiver, l'usine se fait à peine plus discrète. À l'heure de la prise de poste, du changement d'équipe, les rues encombrées par des camions de barres d'acier, de ferraille, de pièces en tout genre, se remplissent d'hommes en bleu. Cette circulation rend évidente l'existence d'un organisme unique. La ville et l'usine vivent en symbiose. Retour dans les Ardennes. 40 ans plus tard, les Ardennes sont sinistrées. La vallée de la Meuse, désormais silencieuse, est une succession de friches industrielles qui inscrivent dans le paysage les méfaits du système capitaliste portés à leur paroxysme par le néolibéralisme. La financiarisation et la mondialisation ont sévi et les boutiques, comme on dit là-bas, ont fermé. Nos cimetières de l'emploi sont complets, proclame une banderole tendue dans la ville morte de Revin en janvier 2011, alors que l'usine Porcher, fonte émaillée, céramique sanitaire, dépendant du groupe international Ideal Standard, dont le siège est à Bruxelles, vient de fermer, faisant 146 chômeurs de plus. Entre 2001 et 2011, les Ardennes ont perdu 6300 emplois. Le dernier coup porté à une industrie moribonde a été l'annonce de la fermeture, à l'horizon de 2014, de l'usine du groupe suédois Electrolux, électroménager, toujours à Revin, petite ville de 7400 habitants. Cette annonce a été précédée en 2012 par la délocalisation de la production des lave-linges vers le site d'Olawa en Pologne. Le comte Guillaume Duret de Noinville, PDG d'Electrolux France depuis 2001, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, l'IEP,
et détenteur d'un exécutif MBA de HEC, vit, lui, dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Les autres villes ouvrières de la vallée sont touchées à l'avenant. À Nouzonville, on a compté jusqu'à 40 usines métallurgiques, des fonderies, des usines d'estampage et des ateliers de sous-traitants, usinage, décolletage, réalisation de modèles. Les friches industrielles restent aujourd'hui un décor sinistre, symbole de mort pour les Nouzonnais. Les ouvriers survivent près des bâtiments en déshérence. Les cours d'usine sont envahis par les ronces qui engloutissent les vestiges du travail d'autrefois et font de la vallée de la Meuse en crise un univers de désespoir. Dès l'arrivée à Nouzonville, on est frappé par l'immensité de la carcasse fantomatique de ce qui fut l'usine Thomé-Krombach. Cette fonderie d'acier, productrice d'essieux pour les véhicules automobiles et les trains, a fermé il y a plus de 15 ans, après avoir été rachetée par un groupe italien qui a pillé le savoir-faire et les actifs de l'entreprise. Installée dans une boucle de la Meuse, entre le fleuve et la voie ferrée, elle n'est éloignée que de 200 mètres de l'usine d'une autre branche de la famille Thomé, les Génaud. L'usine d'estampage Thomé-Génaud, où la fabrication des pièces se faisait au marteau-pilon, en écrasant le métal au lieu de le mouler, a fermé, elle, en 2006, mise à sac par un fonds d'investissement américain venu de Californie. Si la mémoire familiale est parfois défaillante parmi les ouvriers, elle est relayée par un savoir commun des origines enracinées dans une vallée où des générations d'ancêtres ont travaillé le fer. Cette mémoire collective, qui pouvait s'appuyer sur l'omniprésence de l'usine, est mise à mal. On y est entré dès l'âge de 14 ans pour y retrouver dans l'atelier son père ou un oncle qui y travaillait déjà. On était fier d'être fondeur ou mouleur. Tel ouvrier a pu vivre son entrée en usine et sa carrière de mouleur comme le résultat d'une vocation. Moi, mon intérêt, a-t-il dit au cours d'un entretien, c'était « je voulais aller mouler. Mon père moulait, mon grand-père moulait, la famille parlait de moulage. Moi, mouleur, c'était mon idéal. » Les ouvriers ont perdu non seulement leur travail, leur fierté de l'exercer et leur identité sociale, mais ils doivent poursuivre leur vie jusqu'à la mort dans ce décor sinistré qui leur dit et redit du matin au soir qu'ils n'ont guère plus de valeur que les caffus, les pièces moulées ratées que l'on mettait au rebut. Les nouveaux pirates à l'œuvre. La famille Dury, qui a acheté au début du XXe siècle les usines Thomé-Génaud, habite une belle demeure entourée d'un parc, rue Jean Jaurès, à Nouzonville, à quelques 500 mètres de ce qu'il reste de leurs anciennes usines. François Dury, le directeur général jusqu'en 2004, se retrouve chaque jour confronté au désastre d'une entreprise familiale ruinée par un fonds d'investissement américain dont l'intervention a abouti à la mise au chômage de près de 370 ouvriers en 2006. Le bouleversement personnel que vit ce catholique aux idées politiques situées au centre est renforcé par les ruines de ce qui a constitué le ciment familial. Cette friche industrielle persiste comme un remords qui le ronge toujours autant, 7 ans après la mise en liquidation judiciaire de son entreprise. Elle lui rappelle, nous a-t-il dit, qu'une entreprise à taille humaine, comme l'a été Thomé-Génaud, a créé de fait une certaine solidarité entre patrons et ouvriers. Pas seulement sur des enjeux professionnels, bien qu'il y ait un grand respect du travail, mais aussi à travers un attachement à un terroir et à une commune. Si François Dury et sa famille ont accepté de vendre leur usine au fonds américain Catalina, consultant et fonds d'investissement à la fois, c'est bien parce que les banques ont refusé, à partir du début des années 2000, de leur prêter les liquidités nécessaires aux investissements qui auraient permis de maintenir l'usine en vie, voire de la développer. François Dury était alors le directeur général de l'entreprise, dont sa mère était la principale actionnaire. Nous avions, il est vrai, des problèmes de financement qui auraient exigé que l'on s'associe avec un autre groupe, mais ma mère y était farouchement opposée. De sorte que les 6 banques qui prêtaient à cette entreprise entre 4 et 5 millions d'euros chaque année, à un taux relativement élevé, entre 7 et 8%, sous la forme d'un crédit blanc, c'est-à-dire d'un découvert, ont exigé en septembre 2003 le remboursement dans les 15 jours de 5 millions d'euros. Ma mère, poursuit François Dury, était prête à hypothéquer tous ses avoirs et ses biens pour avoir du temps pour trouver un repreneur.
Mais le tribunal de commerce, dont certains membres ne nous voulaient pas forcément du bien, a marqué son désaccord en nous mettant en redressement judiciaire. Alors il a fallu faire vite, et le fait que des cadres de Ford Visteon, un de nos principaux donneurs d'ordre, nous ait recommandé Greg Willis, cet Américain qui avait été pendant 20 ans le directeur financier de Toyota aux États-Unis, a retenu notre attention. C'est ainsi que ma mère a négocié la vente de Tomé Génaud au groupe Catalina pour un 1 euro symbolique. À la condition toutefois que ses fils voient leur rémunération maintenue et avec l'espoir que je puisse continuer à être utile dans les fonctions de direction à un repreneur dont elle ne pouvait pas penser que ce serait un escroc. Les patrons de Catalina, grands seigneurs, réunirent tout le monde, y compris les employés et les ouvriers de Tomé Génaud, à la salle des fêtes de Nouzonville. Discours et champagne pour tous. Le drame était évité, la vie allait pouvoir continuer. Greg Willis et les principaux dirigeants de Catalina furent invités chez les Dury. Nous avons été séduits, raconte François Dury. On a abordé le problème du Vietnam et Greg Willis en a eu les larmes aux yeux. On a appris malheureusement à nos dépens que c'était un grand manipulateur et simulateur. La suite de l'histoire est celle d'un système économique et politique qui a permis à des patrons voyous de venir piller, depuis les États-Unis, une entreprise plus que centenaire des Ardennes. Catalina s'est approprié les savoir-faire des travailleurs et les technologies mises au point par les ingénieurs de l'entreprise qui fabriquaient des pôles d'alternateurs pour voitures. Cette usine était mondialement connue pour cette production. Une pièce soumise à de fortes contraintes qui, en tournant à très haute vitesse, fournit de l'électricité dans les véhicules automobiles. Renault et Ford ont été parmi les clients de cette usine. Les savoir-faire furent donc étudiés, copiés et transférés aux États-Unis et dans une usine du groupe Catalina ouverte au Mexique. Le fonds américain a vendu tous les actifs immobiliers et mis au chômage des centaines d'ouvriers du jour au lendemain. Puis, ces responsables ont fui aux États-Unis. Je m'en veux, reconnaît François Dury. Nous aurions dû faire des vérifications, mais j'étais à 1000 lieues de penser qu'on puisse confier le sort de 400 personnes à une coquille vide. En effet, cette vente s'est faite avec l'accord tacite d'institutions comme le tribunal de commerce de Charleville-Mézières, qui aurait dû intervenir au moment de la cession de l'entreprise, puisqu'il manquait les garanties financières dans le dossier de reprise. Ensuite, raconte François Dury, j'ai eu un emploi de haut cadre sous les ordres de Greg Willis et de ses collaborateurs, mais je n'avais plus aucun pouvoir. C'était pourtant l'entreprise de ma famille, mais j'étais dans un placard, impuissant, alors que je commençais à deviner le poteau rose. Les deux patrons de Catalina, Greg Willis et Catherine Ziegfeld, ont été condamnés le 8 septembre 2009 pour recel et banqueroute par détournement et abus de biens sociaux, à 5 ans de prison ferme et à 20 millions d'euros de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Reims. Ils sont depuis sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Selon le procureur de la République du parquet de Reims, Fabrice Bellargent, nous avons toujours su où se trouvait Greg Willis. Il ne se cache pas. Il se trouve à Los Angeles. La difficulté pour nous réside dans son extradition. En février 2010, nous avons transmis aux autorités américaines une demande d'extradition à son encontre, tout comme nous l'avons fait pour son associée Catherine Ziegfeld. Juridiquement, nous sommes allés jusqu'au bout de ce que nous pouvions faire. Le mandat est diffusé par Interpol, ce qui veut dire qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment. Mais à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse des autorités américaines. L'affaire suit son cours, mais c'est toujours long quand il s'agit de chercher des citoyens américains condamnés en France. Les États-Unis sont particulièrement exigeants. Les autorités américaines ont été sollicitées dans le cadre d'un traité qui date de 1996 et qui prévoit l'extradition, notamment pour les délits financiers. À l'automne 2009, après la condamnation de ces patrons voyous, Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, avait indiqué qu'aucune demande française d'extradition d'un citoyen américain n'avait fait l'objet d'un refus. Mais Christiane Taubira, nouvelle garde des Sceaux du gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault, a fait savoir par l'intermédiaire de son chef de cabinet que, en raison du principe constitutionnel de l'indépendance
de l'autorité judiciaire, il ne lui appartient pas d'intervenir dans le cours des procédures judiciaires, ni d'émettre un avis sur le bien-fondé des droits de l'une ou l'autre des parties dans un litige d'ordre privé. Curieusement, la missive mentionne l'application d'une décision rendue à l'encontre de M. Tomé Génaud. Lapsus calamiteux. Par ailleurs, cette affaire ne peut relever d'un litige privé, car la forfaiture a coûté des millions d'euros à la collectivité publique, départementale et régionale. Cette lettre a été publiée dans l'Union Lardennais du 9 octobre 2012, après avoir été adressée au secrétaire départemental du Parti communiste français. Celui-ci avait interpellé la ministre de la Justice en tant que vice-président de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, qui est partie civile dans ce procès et dans laquelle est incluse la commune de Nouzonville. Le site de l'usine Tomé Génaud a fait, à la requête du liquidateur, l'objet d'une vente aux enchères le 10 juillet 2013, dans les locaux de la mairie. Mise à prix 535 000 euros. Il n'y eut aucune enchère et donc pas d'acheteur. Le traumatisme vécu par François Dury est d'autant plus profond que le paternalisme a marqué pendant des décennies les rapports sociaux dans la métallurgie ardanaise. Les membres de sa famille étaient connus des ouvriers, côtoyés dans la vie quotidienne. Réciproquement, les Dury pouvaient mettre un nom, voire un prénom sur le visage de chacun des membres du personnel et y faire correspondre un poste de travail, une qualification et une histoire professionnelle. Le logement des ouvriers, leur santé, l'école privée confessionnelle pour les enfants et les colonies de vacances étaient pris en charge par les patrons. L'arrivée de patrons voyous a été un choc psychologique, moral et politique pour les ouvriers, mais également pour François Dury, qui vit cet échec avec une profonde amertume. Il se dit aujourd'hui, dans le cadre d'un des nombreux entretiens qu'il nous a accordés, révolté contre un système basé avant tout sur la recherche du profit pour le profit, et non pas pour investir pour l'homme. Je me rends compte à quel point j'ai pu être naïf quand je relis certains entretiens que j'ai pu donner à la presse locale. À cette époque, je pensais que la conjugaison de l'investissement tel que nous le voulions, de l'entreprise et de celui du personnel dans son travail était suffisante en soi pour se donner réciproquement, famille Dury et personnel de Tomé Génaud, le plus de chances possible de perdurer. Les bâtiments en ruine signifient la fin du capitalisme industriel de type paternaliste. Cette métaphore qui assimile le détenteur de l'autorité à un père et les salariés à ses enfants tend à mêler au rapport d'exploitation des velléités éthiques et affectives. Héritiers, le devoir des patrons était de maintenir et de transmettre l'entreprise qu'ils avaient reçue de la génération précédente. C'est ce qu'ils n'ont pas su, ou plutôt qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont été éliminés par une des conséquences de la mondialisation, la recherche du profit maximal pour les actionnaires, à laquelle toute autre considération est sacrifiée. Avec la financiarisation de l'économie, la spéculation a pris le pas sur la production. Zone franche et chasseurs de primes. Les Ardennes sont l'un de ces territoires fracassés par la désindustrialisation qui deviennent, comme le Far West, un enjeu pour les enrichissements rapides et sans principe. Il est vrai que ce département contient la plus grande zone franche de France, 362 de ces 463 communes en font partie. Le dispositif d'exonération fiscale et sociale, entré en application le 1er janvier 2007, doit inciter à la création d'entreprises, donc d'emplois. Aussi, un autre patron a-t-il écopé du surnom de Bernard Tapie des Ardennes, tant il traite les salariés et les entreprises comme des pompes à fric avec l'appui de subventions publiques. La terre promise en quelque sorte. Avec l'accord du tribunal de commerce, Philippe Jarlot a repris plusieurs sociétés liées à la métallurgie et à la ferronnerie. Pour 8 000 €, il a acheté l'entreprise Jaillot, qui appartenait jusqu'en novembre 2006 à la famille de François Dury. Le Tapis des Ardennes a obtenu une aide de 300 000 € du Conseil général pour relancer cette entreprise.
Le Conseil général n'a pas été en mesure de contrôler si cette subvention avait bien été utilisée comme prévu, ou si Philippe Gerlot s'en était servi pour d'autres de ses usines. Avec la mise en faillite suspecte de la maison mère Lenoir et Mernier, il a dû rendre des comptes le 18 mai 2011 devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et banqueroute, à la suite d'une plainte déposée par les salariés sur laquelle s'est greffée celle du Conseil général. Il est apparu que les fonds accordés pour la tentative de relance de l'entreprise Jaillot avaient servi, entre autres destinations douteuses, à verser un salaire mensuel de 6 000 € pour un emploi plus ou moins fictif. Autre abus de biens sociaux, la vente de stocks et de machines de l'une des entreprises en fin de course à des ferrailleurs sans facturation avec paiement en liquide. Philippe Gerlot a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, à 90 000 € d'amende pénale et, au civil, a versé 301 000 € au Conseil général en remboursement de la subvention évaporée. La personne qui a bénéficié d'un emploi fictif et les ferrailleurs ont également été condamnés pour recel. C'est grâce à la mobilisation des salariés qui ont découvert les malversations de leur patron et qui ont donc porté plainte que la sanction a pu être prononcée. La visibilité de leurs actions a été spectaculaire. Blocage de routes, de bus, de trams et de TGV. Mais cela restait sans effet. Alors nous étions à bout, tempête encore Claude Choquet, ancien salarié de l'entreprise Lenoir et Mernier, mis en dépôt de bilan en 2008. Nous avons alors menacé de jeter une cuve d'acide dans la Meuse. Nous n'avons rien obtenu et nous avons décidé, par respect pour l'environnement, de ne pas mettre notre menace à exécution. Philippe Gerlot n'a pas fait appel de la décision du tribunal correctionnel. N'ayant plus le droit de gérer une société, il exerce désormais dans la région de Castres avec une société au nom de sa fille, précise Claude Choquet. Il en est officiellement dit le directeur commercial. Le contraste est lourd avec les ouvriers mis au chômage à cause de ces malversations, alors que notre entreprise était viable. Les tribunaux de commerce jouent un important rôle d'intermédiaire dans la vente symbolique d'entreprises en difficulté à des repreneurs pas toujours honnêtes. La faillite des uns fait la richesse des autres, souligne Olivier Tosquer. La morale n'a jamais fait bon ménage avec les affaires. Et dans les coulisses des tribunaux de commerce, l'éthique est un concept assez confus. Pourtant, cette juridiction d'exception est omniprésente dans le monde économique. Combien ces fortunes privées, constituées avec l'aide de magistrats censés rendre la justice au nom du peuple français, coûtent-elles à la collectivité ? Le calcul n'a jamais été fait. Il se chiffre assurément en dizaines de milliards d'euros. Les ouvriers de Philippe Gerlot ont créé une association des anciens salariés et un blog pour populariser leurs actions, mais également pour continuer à cultiver les liens quasi familiaux qui les unissent depuis des décennies de travail dans la même entreprise. Car notre plus grande souffrance a été la destruction de ces contacts. Nous prenions nos repas ensemble, nous nous entendions très bien. C'était notre deuxième famille, dit Claude Choquet avec douleur. 1 an après la liquidation, une ouvrière s'est pendue. Elle était perdue. Suit un silence pesant, lourd de toute la douleur encore vive. Le licenciement abusif a tout de même été reconnu par les prud'hommes qui ont accordé une indemnisation exceptionnelle aux ouvriers. En outre, ils ont eu la possibilité, comme ceux de Thomé Génaud, de bénéficier de contrats de transition professionnelle, des CTP. Mais la plupart n'ont jamais retrouvé de travail et doivent se contenter aujourd'hui de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, de 480 € par mois, réservée aux chômeurs qui ont eu une longue période d'activité. Ils survivent, conclut Claude Choquet. Ils essaient de s'en sortir avec un peu de boulot au noir, avec l'aide des restos du cœur et la réduction de tout leur train de vie. Les patrons profitent de cette situation pour proposer des contrats de travail d'1 ou plusieurs jours, ou au mieux à la semaine. Une vraie régression sociale. Plus un territoire est malmené, plus il semble être la proie de pilleurs décomplexés. La vulnérabilité attire les vautours. Pas de pitié pour les plus démunis.
Quand on est ouvrier, les différentes formes de violence se cumulent. Charles Ray, avant d'entrer chez Thomé Génoux, a travaillé pendant 21 ans dans l'entreprise Foseco. Il y a été exposé à l'amiante. Il est mort le 2 septembre 2011 après d'horribles souffrances. Sur les 700 ouvriers, 300 sont décédés des suites de leur exposition à l'amiante. Nous avions retrouvé Charles Ray en 2008, un soir à Nouzonville. Il a décliné notre invitation à venir boire un verre, car il avait un rendez-vous pour un contrôle médical. À l'époque, lorsqu'il travaillait chez Foseco, en l'absence de toute réglementation sur l'amiante, le patron pouvait se permettre de dire aux membres du personnel que, s'ils n'étaient pas contents, il n'avait qu'à aller ailleurs. Pas de principe de précaution pour nous, selon Yannick Langrenez, militant CGT chez Thomé Génoux, où son ami Charles l'avait retrouvé. Après sa mort, sa femme et ses enfants ont dû entreprendre des démarches pour faire valoir leurs droits. Le parcours administratif fut kafkaïen. Ce n'était jamais le bon service, le dossier avait été égaré, on finissait par s'énerver contre les serveurs vocaux. La famille a été invitée à ne plus harceler les services administratifs. Un des fils de Charles Ray a prévenu le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de son épuisement devant tant d'acharnement. J'ai décidé d'entamer une grève de la faim à partir de ce dimanche 20 novembre 2011, écrit-il, pour dénoncer toutes les dérives de ce système, qui en plus d'avoir pris notre père, impose à ma mère et à mon entourage des situations comme celle-ci. Ma mère doit toujours payer certaines choses qui ne devraient plus être à sa charge. Mon père a été assassiné par l'entreprise de Don Chéri Foseco. Je vous informe donc que ma nouvelle demeure sera symboliquement une tente placée en face de l'ancien site de l'usine Foseco. Étant en arrêt maladie, vous pourrez me rendre visite. Vous pouvez également interrompre toute indemnisation journalière si vous le jugez nécessaire. J'ai déjà tout perdu. Mon père, ma formation professionnelle, ma vie. Cette lettre de désespoir a suffi avec l'appui d'un député du Parti socialiste pour que la machine administrative se remette à fonctionner. Silence dans la vallée, au MEDEF. Le 14 janvier 2008, Marcel Tria, ex-militant du Parti communiste et proche du Front de gauche, journaliste de télévision aujourd'hui à la retraite, a été invité par Laurence Parisot à présenter dans le grand auditorium du MEDEF, avenue Bosquet, le film Silence dans la vallée, auquel nous avons collaboré. Voilà qui n'est pas banal. Curieux aussi ce public mêlé de petits patrons, de moyens entrepreneurs, de dirigeants de grands groupes. Claude Bébéard, président du conseil de surveillance du groupe AXA, est au premier rang. Mais aussi d'ouvriers licenciés, de délégués syndicaux, de journalistes, de sociologues. Que se passe-t-il dans cet élégant 7e arrondissement de Paris? Marcel Tria est à Nouzonville, en 2006, lorsque les ouvriers en grève et les forces de l'ordre se retrouvent face à face. Il commence le tournage d'un documentaire sur la région et ses problèmes. L'idée lui en était venue à la lecture de Désarroi ouvrier. Nous le guidons dans ses premiers repérages. Les protagonistes du film sont les ouvriers et un patronat paternaliste dépassé par la financiarisation de l'économie. Aucun de ces acteurs ne sortira indemne du drame. L'Humanité, dans son édition du 4 octobre 2007, jour de la diffusion du film sur France 2, lui consacre 2 pages sur le titre « Dans la vallée des larmes, les patrons pleurent aussi ». Faut-il y voir la raison de l'organisation par la présidente du MEDEF de la soirée du 14 janvier 2008 ? Laurence Parisot a annoncé cette projection, suivie d'un débat, dans l'Humanité du 17 novembre 2007. À côté de son article, on peut lire celui de Marcel Tria, dans un face-à-face pour le moins inédit. Nous avons assisté à cet événement en compagnie de 2 jeunes collègues sociologues, Cédric Pochic et Paul Pasquali. Voici sur cette soirée mémorable leurs observations et les nôtres entremêlées dans ce compte-rendu. Le débat est animé par un meneur de jeu distribuant la parole avec autorité, tout en ponctuant le propos de marques d'humour. Mais, autour de Marcel Tria, il n'y a que des débatteurs de la mouvance patronale. Laurence Parisot, Dominique Sénéquier, président du directoire d'AXA Private Equity, François Dury, ancien patron de Thomé Génoux, François de Saint-Gilles, industriel, président du MEDEF Ardennes, et Arnaud Bouillet, auteur de « Les fonds d'investissement sont-ils des prédateurs ?» La grande majorité du public est constituée de patrons.
Pendant le cocktail, l'un d'entre eux, costume soigné, petit four à la main, informe ses voisins qu'il n'y a plus rien au buffet. Pour un film social, ils n'ont pas voulu faire un buffet trop riche. Rire de ses collègues. Le débat laisse peu de place au point de vue ouvrier, tout de même efficacement défendu par Yannick Langrenet, délégué CGT chez Thomé Génaud, et par Charles Rey, fondateur et animateur de l'association des anciens de Thomé Génaud. Marcel Tria a fort à faire pour introduire un peu de social dans un débat qui reste technique, consacré aux mécanismes de financement des entreprises et au poids des fonds d'investissement. Tout ce qui relève du social est noyé sous un pragmatisme apparemment irréfutable. Le film de Marcel Tria trouve un écho positif dans une assemblée où cela ne va pas de soi. Le sujet intéresse. L'affluence exceptionnelle le prouve. Les 350 fauteuils de l'auditorium, chacun avec sa plaque dorée au nom d'une entreprise, ne suffisent pas. Des dizaines d'invités doivent se contenter du sous-sol dans une salle où le film est diffusé sur un écran d'appoint. Catalina, le repreneur californien, est condamné. Laurence Parisot veut mettre en garde les patrons devant de tels forbans, tout en affirmant que les entreprises familiales doivent, pour assurer leur pérennité, s'ouvrir aux fonds d'investissement. L'affaire Thomé Génaud est traitée comme un accident. Regrettable, mais évitable, car dérogatoire au mode de fonctionnement normal des fonds repreneurs. Dominique Sénéquier de AXA affirme que si François Dury avait su faire appel à un bon fonds d'investissement, fiable, les difficultés de l'entreprise auraient pu trouver une issue positive. Vous recevoir ici, vous, les ouvriers de chez Thomé Génaud, vous, les syndicats, c'est tout un symbole, déclare solennellement Laurence Parisot dans son intervention finale. Certes, mais quel symbole? Celui de la lutte des classes dépassées, celui de la rupture avec des idéologies obsolètes, la naissance des partenaires sociaux. Cette assemblée improbable de chefs d'entreprise visionnant un documentaire critique pour le capitalisme de la finance nomade, n'est-elle pas la cérémonie des adieux à un capitalisme en voie d'extinction? À la fois appel à la vigilance envers les prédateurs trop prompts à se livrer à la curée, et invitation à se lancer dans le nouvel internationalisme de la production du profit. La compassion des interventions à l'égard de la famille Dury, et en particulier de la mère qui assurait la direction de l'entreprise après la mort précoce de son mari, était frappante, en l'absence de référence aux ouvriers très peu cités dans les propos patronaux. Lorsque Charles Rey prend le micro pour donner son point de vue, son intervention est singulière par la tonalité de sa voix, son accent des Ardennes, ses hésitations qui contrastent avec la précision linguistique des patrons en costume. Massivement applaudi après s'être fait le porte-parole des anciens de Thomé Génaud, en lançant un appel à un éventuel repreneur, il est invité par Laurence Parisot à venir sur la scène. Mais il refuse. Par fierté de classe? Les difficultés de l'industrie métallurgique de la vallée de la Meuse se traduisent par de nombreuses fermetures d'usines qui condamnent la population ouvrière au chômage ou à l'exil. Le même processus est à l'œuvre chez un volailler, dans un groupe automobile ou une entreprise du CAC 40 dont l'État détient 36% du capital. Si les contextes varient à l'infini, de Florange à Dunkerque, en passant par Nantes et Marseille, l'angoisse d'un avenir sans emploi et, avec pour seule perspective la misère et le rejet, est partagée par les travailleurs. Les poulets doux ont la vie dure. Charles Doux, propriétaire de la société spécialisée dans la volaille créée par son père en Bretagne en 1933, a délocalisé une partie de la production au Brésil, en achetant en 1998 le troisième volailler d'Amérique du Sud, Frangosul, ou Franjosul. Cet achat a été financé en partie par des emprunts octroyés par des banques pour combler des découverts en France. L'acquisition de la société brésilienne a certainement contribué à la fermeture, en 10 ans, de 16 sites, au licenciement de 600 salariés en France et à la mise en redressement judiciaire de la société. Charles Doux en a déposé le bilan auprès du tribunal de commerce de Quimper le 1er juin 2012. Dans le sillage de cette opération, la concurrence s'est également installée entre les éleveurs des deux pays. La France importe du Brésil
les poulets de Charles Doux. Ils sont un tiers moins chers que ceux élevés en France. Le sort des 800 éleveurs français, liés à la société Doux par un contrat d'intégration, est incertain. Un éleveur n'est pas propriétaire des poulets qui lui sont livrés à l'état de poussin, avec des sacs de granulés fabriqués dans les usines Doux. L'éleveur doit contractuellement transformer en 40 jours les poussins en poulets calibrés de 1,5 kg, prêts pour l'abattage. Il se retrouve dans la situation paradoxale d'avoir le statut d'indépendant, mais sans les avantages de l'autonomie. Il est de fait un ouvrier dans la solitude de l'auto-asservissement. Le contribuable a dû mettre la main au portefeuille puisque l'entreprise Doux a obtenu des subventions européennes pour l'aide à l'exportation des viandes de volaille et des aliments pour bétail. Au total, c'est donc 2 milliards d'euros dont les contribuables européens auront fait cadeau à Doux sous la forme de restitution à l'exportation, explique au Canard enchaîné du 1er août 2012 l'agroéconomiste Jacques Berthelot. Doux est le premier bénéficiaire français de ce système, écrivait Erwan Seznec en 2009. Il touche 200 à 300 euros par tonne de volaille vendue hors de l'Union, tout en continuant à licencier en France. Cette situation dure depuis des années, sans que personne ne s'en émeuve. Il faut dire que les bénéficiaires des aides européennes sont connus seulement depuis 2009. Toutefois, en octobre 2012, un coup de rabot de Bruxelles a fait baisser les aides à l'exportation de volaille de 30%. Elles ont finalement été supprimées le 18 juillet 2013. Charles Doux fait partie du Club des 30, cercle spécifiquement breton, fondé par Vincent Bolloré et François Pinault. Il a pris la tête de l'entreprise dans les années 1970, secondé ensuite par son fils Jean-Charles, qui lui a succédé à partir du 19 avril 2013. La dynastie familiale est consolidée par la reprise des mêmes prénoms de génération en génération, et bien sûr par l'entreprise elle-même. La holding créée en 1990 sous le nom d'Agropar, au moment du rachat de l'activité de volaille fraîche sous la marque de Père Dodu, parachève et consolide juridiquement famille et entreprise. Le père de Charles Doux, Pierre, a installé le siège de l'entreprise à Châteaulin, de même qu'un gros abattoir, un atelier de découpe et les couvoirs, ce qui représente près de 900 emplois. La société Doux est le plus gros contributeur fiscal de cette commune. Les salariés de la société Doux vivent dans l'incertitude. Ceux de l'abattoir de Plecadec dans le Morbihan ont subi le dépôt de bilan en mai 2012, avec 260 licenciés sur les 400 salariés du site. Puis un an plus tard, c'est la liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Quimper et le licenciement des 147 ouvriers restants. Les travailleurs ne maîtrisent sans doute pas grand-chose de ces jongleries financières, dans lesquelles ils ne sont que l'une des boules qui virevoltent. Certains ont déjà perdu leur emploi, d'autres sont menacés. Les hommes d'affaires font leurs affaires, les chômeurs vont pointer. Les capitaux circulent et la peur s'installe. Cette situation est semblable à celle des Ardennes. Dans les deux cas, les ouvriers sont attachés à leur métier. Ils restent souvent dans la même usine pendant plusieurs décennies. Ils ont inscrit leur vie familiale dans ces terres et, compte tenu de la modestie de leurs revenus, il leur est impossible de changer de région pour suivre les caprices du capital. D'autant que ceci se manifeste aujourd'hui à l'échelle de la planète. L'opacité des montages juridiques et financiers écrase les petits et les sans grade. Les salariés ont conscience que la descente aux enfers sera sans fin. Un sentiment profond d'être foutu. Rien qu'en 2012, on a pu évaluer à 266 le nombre des sites industriels qui ont fermé leurs portes en France, soit 42% de plus qu'en 2011. Par rapport à 2009, le solde entre 1087 fermetures et 703 ouvertures aboutit à un déficit de 384 sites industriels. PSA Peugeot Citroën est le mépris de l'ouvrier. Juste avant les vacances d'été, le 12 juillet 2012,
La direction de PSA Peugeot Citroën annonce la fermeture de l'usine Aulnay-sous-Bois, construite en 1973 avec 3000 suppressions de postes à l'horizon 2014. En outre, 1400 emplois sont menacés sur le site de Rennes et 3600 dans les services. Et au total, on verra la disparition de 11 200 emplois. Cette annonce a été sciemment retardée puisqu'il n'était pas question d'en faire un enjeu de la période électorale, comme l'a reconnu sur RTL le 13 juillet Philippe Varin, le président du directoire. Selon le délégué CGT Jean-Pierre Mercier, M. Varin a déclaré la guerre aux salariés de PSA. Depuis 1 an, le groupe n'a cessé de mentir à l'opinion publique sur le sort d'Aulnay. En effet, dès novembre 2011, les salariés ont adressé une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy qui leur a répondu « Je me suis entretenu hier soir et ce matin avec Philippe Varin et je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas de plan social chez PSA. » Le 12 avril 2012, les syndicalistes s'invitent à son siège de campagne. Il leur confirme qu'aucune catastrophe sociale n'est à l'horizon. Or, la CGT avait révélé, dès le 9 juin 2011, l'existence d'une note interne, datant du 23 août 2010, évoquant une fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois, à tenir secrète jusqu'aux élections du printemps 2012, pour ne pas gêner l'éventuelle réélection de Nicolas Sarkozy, et dans la foulée la victoire de la droite. Depuis la divulgation de cette note, la direction n'a jamais démenti l'existence du projet, laissant les salariés à leur angoisse. Les rumeurs ont été consciemment entretenues, car l'anxiété qu'elles suscitent paralyse l'action et la résistance. C'est une forme de violence symbolique que de laisser les salariés dans une telle incertitude pour eux-mêmes et pour leurs familles. L'impossibilité de se projeter dans l'avenir est déstructurante et incite plus à la résignation qu'à la colère. Une annonce de fermeture juste avant les vacances, l'humiliation est là, bien à même de gâcher un temps de repos et de retrouvailles familiales, un temps enfin à soi. Une manière aussi de prendre les travailleurs de court et de profiter ainsi de cette période de dispersion des salariés pendant laquelle il leur sera très difficile de réagir collectivement. Le mensonge de Philippe Varin et la complicité de la droite, mais aussi des responsables socialistes, ont empêché qu'une telle catastrophe soit présente dans la campagne électorale, privant ainsi les électeurs d'une information importante pour faire leur choix en toute connaissance de cause. Voilà un exemple, grandeur nature, de la soumission des politiques aux entreprises du CAC 40. De nombreux socialistes ont manifesté une surprise feinte devant les déboires de la firme Peugeot. Comment Pierre Moscovici a-t-il pu déclarer au Monde le 17 juillet 2012 ? Comme tout le monde, j'ai ressenti un choc à l'annonce du plan de PSA. Et c'est d'abord à ses salariés et à leurs familles que je pense. Pouvait-il être dans l'ignorance des difficultés de cette société en tant que vice-président du cercle de l'industrie, dont Philippe Varin est le président ? Arnaud Montebourg, tout nouveau ministre du redressement productif, a rendu publique son irritation envers la famille Peugeot et les dirigeants de la société. Mais il n'a pas mentionné que son ministère et la famille Peugeot bénéficiaient des services de la même officine de conseil en communication, celle de Stéphane Fuchs, Havas Worldwide, qui eut son heure de gloire sous son ancien nom, Euro RSCG, au cours des démêlés de Dominique Strauss-Kahn avec la justice américaine. Nous n'acceptons pas en l'état le plan de PSA, a déclaré avec conviction Arnaud Montebourg. François Hollande a fait part de son extrême préoccupation et, lors de son entretien du 14 juillet, il a martelé « Ce plan, je le considère en l'état inacceptable ». Et pour Jean-Marc Ayrault, ce fut un véritable choc. Le véritable choc en réalité est pour les salariés de PSA. Un choc matériel, avec la perte de l'emploi dans un contexte de chômage de masse, mais aussi un traumatisme psychologique devant la mauvaise foi du patronat et du gouvernement. Une humiliation pour des adultes traités comme des enfants, auxquels on peut impunément cacher la vérité. Les dominants expriment par cette hypocrisie tout le mépris dans lequel ils tiennent leurs ressources humaines, qu'ils ne sont pas loin de traiter comme une matière première parmi les autres. Les délocalisations sont inscrites dans la stratégie du groupe depuis plusieurs années.
7000 emplois en Europe ont disparu en 2006, 5090 en 2007, 5700 en 2009, 6800 en 2011. Chaque poste supprimé chez un constructeur automobile entraîne la suppression de 3 ou 4 emplois dans la sous-traitance. Depuis 2009, la sous-traitance automobile a perdu 23 000 emplois. Pourtant, PSA a bénéficié des largesses de l'État. En 2009, Nicolas Sarkozy lui avait accordé, tout comme à Renault, un prêt bonifié de 3 milliards d'euros. PSA a remboursé en avance, peut-être pour être libre de licencier massivement. Mais si l'on ajoute les autres formes d'aide, comme la prime à la casse ou les bonus-malus, PSA aurait profité de près de 8 milliards d'euros d'argent public. Au nom de la compétitivité, seuls les travailleurs sont stigmatisés comme des charges représentant des coûts insupportables. Pourtant, selon un journaliste de Marianne, Hervé Nathan, PSA a produit 44% de ses automobiles en France. Or, dans le calcul du prix d'une voiture, la main-d'œuvre de production ne rentre que pour 1/20 du prix final du véhicule. Les prix relatifs de la main-d'œuvre n'expliquent donc pas pourquoi, en 10 ans, la production automobile a chuté de 37% en France et a augmenté de 11% outre-Rhin. Si, au plus fort de la crise financière mondiale, en 2008 et 2009, PSA n'a pas versé de dividendes. En revanche, en 2010, un dividende de 250 millions d'euros a été distribué à ses actionnaires, dont 72 millions aux membres de la famille Peugeot. L'économiste Frédéric Lordon mentionne également que l'année 2011 voit le versement d'un dividende de 287 millions d'euros et surtout l'une de ces opérations aberrantes de rachat par l'entreprise de ses propres actions pour 200 millions d'euros tout de même, présentées ici à des fins d'autocontrôle. Mais en fait, destinées à augmenter le bénéfice par action et à soutenir les cours, soit près de 500 millions d'euros par la fenêtre. Les actionnaires ont encore reçu 250 millions en 2012. En 2013, l'Assemblée générale a autorisé le rachat de nouvelles actions pour un total de 320 millions d'euros. Philippe Varin est gâté lui aussi, puisqu'il a touché en 2012 une rémunération fixe de 1 300 000 euros, le directoire ayant suspendu les rémunérations variables. Celle-ci atteignait en 2011 pour le PDG 1 651 000 euros, auxquels s'ajoutaient encore 300 000 euros de rémunération exceptionnelle et un avantage en nature voiture de 2 700 euros, soit un revenu total de 3 253 700 euros. On comprend que Philippe Varin se soit senti concerné par l'appel signé en août 2011 dans le Nouvel Observateur par 16 autres super riches, dont Christophe de Margerie, PDG de Total, et Maurice Lévy, PDG de Publicis, suggérant l'instauration d'une contribution exceptionnelle qui toucherait les contribuables français les plus favorisés. Mais alors pourquoi les mêmes se sont-ils révoltés lorsque François Hollande et son gouvernement socialiste, en début de mandat, ont proposé aux riches de faire un effort? Parce que, évidemment, ils veulent rester maîtres du jeu. Les dirigeants et les actionnaires de PSA continuent à s'enrichir, alors que le cours de bourse du groupe PSA a été divisé par 8 depuis 5 ans et qu'il a perdu 700 millions d'euros pendant le premier semestre 2012. Les dirigeants choisissent, en toute connaissance de cause, d'incriminer le coût du travail pour justifier la délocalisation des emplois en des contrées où le droit du travail est inexistant. Le Canard enchaîné du 29 mai 2013 a révélé que la Banque européenne, pour la reconstruction et le développement, la BERD, a fait un prêt de 110 millions au groupe PSA pour l'aider à construire des automobiles en Russie, en coopération avec Mitsubishi. Le groupe PSA Peugeot Citroën a créé sur l'île de Malte, paradis fiscal, des sous-filiales d'assurance qui seraient largement plus profitables que sa production industrielle. Il s'agit de PSA Service Ltd, PSA Life Insurance Ltd et PDA Insurance Ltd. Des filiales PSA Finance sont établies au Luxembourg, en Suisse et dans de nombreux autres pays, dont ceux de l'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, Croatie, Slovénie, etc. PSA dispose, comme toutes les grandes sociétés, de relais sécurisés dans les paradis fiscaux.
On peut se demander si le choix d'Aulnay pour réduire les effectifs de PSA ne serait pas surdéterminé par le projet de réaliser une plus-value foncière considérable. En effet, la fermeture pourrait s'accompagner d'enjeux spéculatifs dans le cadre de la réalisation du Grand Paris. Le site est unique, fait remarquer Christophe Lopez, directeur de cabinet du maire socialiste d'Aulnay, dans l'entretien qu'il nous a accordé. C'est la dimension des Champs-Élysées. Les 168 hectares de PSA occupent une position stratégique au cœur d'un nœud de moyens de transport. Aéroports de Roissy et du Bourget, des lignes du RER et des autoroutes. Une gare du métro automatique doit se situer près du site actuel de PSA. Ce qui mettrait Aulnay à un quart d'heure de la Défense, rêve à haute voix Christophe Lopez, très engagé avec les élus d'Aulnay, pour ne pas laisser passer cette chance de pouvoir réaliser un projet industriel ambitieux, tout en désenclavant les communes d'Aulnay, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Livry-Gargan. Les velléités spéculatives de PSA, avec le recours d'une vente à la découpe pour une réindustrialisation par petits bouts, ont été d'emblée mises à mal par la municipalité de gauche en faisant appel, dès le 13 septembre 2012, à un sursis à statuer qui concerne l'ensemble des terrains et qui gèle toute initiative pour une durée maximale de 3 ans. Il est hors de question, déclarait Georges Segura, maire socialiste d'Aulnay-sous-Bois, dans un communiqué publié le même jour, que le groupe PSA tire bénéfice des investissements consentis par la puissance publique dans cette partie du territoire communal. Hors de question qu'il spécule sur les terrains, évalués à 300 millions d'euros, et réalise à l'arrivée de la gare du Grand Paris une culbute financière. Nous voulons nous servir de l'exceptionnalité de ce site pour faire décoller l'est du département de la Seine-Saint-Denis, confirme Christophe Lopez. Mais, même si Citroën a acheté ces terrains autrefois bon marché, au prix des terres agricoles, leur valeur a beaucoup augmenté, et les 100 millions nécessaires ne sont pas dans les moyens d'une seule ville. Voilà un dossier auquel Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, devrait donner une réponse positive puisqu'il concentre des facteurs de revitalisation industrielle, à commencer par la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, mais il faut craindre la concurrence de projets différents, moins industriels, qui n'offriraient pas les mêmes opportunités en matière d'emploi que les municipalités concernées paraissent privilégier. La seconde hypothèse, qui expliquerait le choix de fermer le site d'Aulnay, ne s'oppose pas à la première. La réputation des ouvriers d'Aulnay est sulfureuse. Une grève ayant immobilisé toute la production intervient 9 ans après l'ouverture du site pour Citroën en 1973, alors que la firme au chevron est encore autonome. En 1982, un syndicat de nervis, mis en place par la direction, la Confédération des syndicats libres, la CSL, sème la terreur dans les ateliers et aux portes de l'entreprise. Il faudra une grève de 5 semaines, très dure, avec des affrontements, pour que les ouvriers n'appartenant pas à la CSL obtiennent le respect de la liberté syndicale et une augmentation de salaire. La CGT est alors majoritaire avec 57% des voix aux élections professionnelles. Le syndicat maison, patronal, change de nom et s'appellera dorénavant Syndicat indépendant de l'automobile, SIA. Devant les licenciements annoncés en 2012, les adhérents se sont estimés trahis par la direction et ont participé sporadiquement aux actions revendicatives. Mais au printemps 2013, la CGT se retrouve seule à refuser le plan de restructuration de PSA Peugeot Citroën. Tous les autres syndicats ont donné leur accord. L'usine d'Aulnay est restée bloquée durant 4 mois, après une grève menée par 200 ouvriers, de la CGT, la SUD et la CFDT locale. Malgré la division des personnels et la fermeté de la direction et des politiques contre la fermeture d'Aulnay, la détermination des grévistes et leur courage montrent que la dignité humaine n'a pas de prix. Les richesses de la famille Peugeot. Les Peugeot apparaissent au 40e rang du palmarès 2013 de Challenge avec 1310 millions d'euros de fortune professionnelle. La famille contrôle 25% du constructeur automobile, dont le chiffre d'affaires est de 55 milliards d'euros. Elle a également des participations chez Ipsos, chez Honnête, chez Seb et chez Zodiac. Le bottin mondain lui consacre 9 mentions.
C'est un indicateur de la légitimité d'une nouvelle dynastie bourgeoise qui a su transmettre le patrimoine dans le temps long des générations. Bertrand Peugeot est vice-président du conseil de surveillance de PSA depuis 1972. Robert Peugeot, membre du conseil de surveillance et président du comité stratégique, présente tous les signes de l'appartenance à l'aristocratie de l'argent. Il est membre de plusieurs cercles, l'Automobile Club de France, le Polo de Paris, le Golf d'Ormesson et le Club des 100. Il a épousé Domitilla d'Ormesson, dont il a eu 3 enfants. La famille réside dans le 7e arrondissement et possède une maison au Kenya. Les liens entre cette dynastie bourgeoise et des familles de la noblesse sont confirmés, avec Christian Peugeot, diplômé de HEC, directeur des affaires publiques au sein du secrétariat général du groupe. Il a épousé Constance de Bartilla, dont il a eu également 3 enfants. Madame Pierre Peugeot, la mère, est née Liliane Sédou Fournier de Claussonne. Les Peugeot sont protestants, d'où les alliances avec les Sédou. Quant à Thierry Peugeot, qui a fait ses études au lycée Janson de Sailly, il est président du conseil de surveillance de Peugeot SA depuis 2002. Il appartient à la 7e génération de la lignée et il est membre de l'Automobile Club de France. Pascaline, l'une de ses filles, a épousé Olivier Aubépin de la Motte de Rezy. Le Wouzbou révèle une assez grande diversité du point de vue des établissements scolaires fréquentés. Du collège de Montbéliard dans le Doubs, berceau de l'entreprise familiale, à Polytechnique et l'ENA, en passant par l'école du Rosé en Suisse. GDF Suez ou l'État complice. La politique de financement de GDF Suez, dont l'État détient 36% du capital, est relativement simple. Il s'agit d'observer dans les activités des entreprises ce qui est réellement stratégique. Si tel est le cas, on garde à 100%, sinon on s'en sépare, ce qui a été fait pour Suez Environnement, écrit Yves Ledoux, coordinateur CGT dans l'entreprise, dans le numéro de décembre 2012 d'Énergie syndicale. Cette manœuvre financière consiste à sortir du groupe GDF Suez la filiale Suez Environnement. Cette déconsolidation, comme il est dit par les experts, est lourde de conséquences pour les 80 000 salariés qui bénéficiaient des mêmes accords et avantages que ceux de la société mère, GDF Suez. Il s'agit là d'un recentrage sur le cœur de métier, le pure player, comme l'exigent et l'apprécient les marchés. Pour GDF Suez, c'est le gaz et les services à l'énergie. Quant à l'environnement, l'eau et les déchets, cela coûte trop cher car il y a beaucoup de main-d'œuvre et ce n'est pas assez rentable. La déconsolidation de Suez Environnement permet aussi de diminuer la dette du groupe de 7,5 milliards d'euros. Les administrateurs représentant l'État au conseil d'administration ont approuvé cette décision. En effet, alors que GDF Suez s'est engagé à réduire ses dettes de 15 milliards d'euros d'ici la fin de 2014 et que son action en bourse a perdu 57% de sa valeur en 5 ans, ce qui a provoqué son placement sous surveillance négative par l'agence de cotation Standard & Poor's, Gérard Mestrallet, le PDG, a pris l'engagement d'assurer un dividende stable ou en croissance pour la période 2013-2015. C'est une priorité pour GDF Suez, c'est une sorte de contrat moral que nous avons avec le marché et avec nos actionnaires, a-t-il déclaré le 6 décembre 2012. Le groupe devra débourser 3,5 milliards d'euros tous les ans pour satisfaire cette promesse, soit le total du bénéfice net annuel attendu. Financiarisation et déréglementation ont partie liées et ont pour résultat de privatiser des profits et de socialiser les pertes, ou d'abandonner la société qui bat de l'aile à son triste sort. Les acquisitions externes l'emportent désormais chez GDF Suez, mais également dans nombre de grandes sociétés, sur la création et le développement interne d'entreprises. L'achat d'une société rentable peut être suivi plus ou moins rapidement par sa revente avant qu'il ne soit trop tard. Les investissements se font de plus en plus à l'international, notamment vers l'Asie, en particulier vers la Chine, au détriment de la France et de l'Europe. Les délocalisations et les externalisations des emplois sont légion. Par exemple, dans l'assistance informatique et plus généralement les centres d'appel qui sont massivement implantés pour les services en langue française au Maghreb,
à Madagascar, mais aussi à l'île Maurice ou en Europe de l'Est. Les salariés ne sont plus qu'une variable d'ajustement. Le groupe GDF Suez prévoit un plan de rigueur avec la suppression de 1400 emplois par an, soit plus de 4000 en 3 ans. La part des salaires dans la richesse produite est passée de 49,3% en 2008 à 44% en 2012, alors que les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 25% entre 2009 et 2012. Les représentants de l'État font semblant de ne pas entendre quand, lors d'une réunion du conseil d'administration, il est annoncé dans la société Storengy, filiale de GDF Suez, chargée du stockage souterrain du gaz, a décidé de créer une holding au Luxembourg pour y drainer les revenus financiers acquis en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie. Cet escamotage dans un paradis fiscal des profits financiers est clairement revendiqué par la direction de Storengy devant les représentants du comité d'entreprise, auquel il est cyniquement rappelé que ce choix d'une société de droit luxembourgeois répond à un schéma d'optimisation fiscale retenu par le groupe pour la remontée des dividendes notamment. Les représentants de l'État font en général les mêmes choix que les administrateurs indépendants, car l'État a besoin d'argent. En tant qu'actionnaire, il perçoit les rémunérations de ses représentants au conseil d'administration tout en acceptant les suppressions d'emplois. La financiarisation de ressources naturelles comme le gaz se fait donc dans la connivence entre ceux qui défendent leurs intérêts et ceux qui sont censés représenter l'intérêt général. Le néolibéralisme aggrave considérablement l'aliénation inhérente au capitalisme du fait du processus de financiarisation du système. Le propriétaire de l'entreprise tend à devenir plus lointain quand il ne dissout pas dans le conglomérat d'actionnaires de fonds d'investissement. Des fonds de pensions américains peuvent ainsi placer les cotisations de retraite de leurs clients dans des entreprises françaises, dont les travailleurs seront bien en peine de savoir qui a pris le contrôle de l'usine où ils travaillent. Le travailleur n'a donc plus, comme interlocuteur, le patron, les Peugeot ou les Michelin. La logique purement boursière et spéculative des investisseurs spéculateurs n'a que faire de l'identification de ces forces de travail qui peuvent être jetées comme un Kleenex après usage. Élément de la production parmi les autres, le travailleur vit une profonde déshumanisation, cette personne étant réduite à une ressource productive gérée, au même titre que le parc de machines, au profit des actionnaires et des dirigeants. Seul le travail, manuel et intellectuel, est créateur de richesse. Or, la part des dividendes dans les bénéfices distribués est en augmentation constante, passant de 3% en 1982 à 12% aujourd'hui. L'argent engendré par le jeu spéculatif des salles de marché s'y ajoute. Le tout pénétrant dans l'économie réelle. Les joueurs peuvent acquérir les richesses qui y circulent, dont les ressources naturelles qui sont pourtant un bien commun de l'humanité. La finance spéculative est prédatrice, elle prend sans donner. Les apprentis sorciers de la finance. Dans le salon Opéra du Grand Hôtel Intercontinental de Paris, rue de Castiglione, dans le 8e arrondissement, le 11 octobre 2010, Christine Lagarde, alors ministre de l'Économie et des Finances, assiste à un symposium organisé par NYSE Euronext, conglomérat de sociétés boursières comprenant la bourse de New York et celle de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. Son PDG, Duncan Niederauer, est un ancien haut cadre de la banque Goldman Sachs, où il a contribué au développement du trading à haute fréquence, des marchés financiers régis par des ordinateurs. L'entrepreneur Thomas Peterfy, auteur d'algorithmes très élaborés, c'est-à-dire de programmes informatiques permettant de procéder à des achats, des ventes et des paris sur les marchés financiers à la vitesse de l'éclair, prononce le discours d'ouverture. Les 20 dernières années ont connu l'émergence des ordinateurs, des communications électroniques, des marchés électroniques, des dark pools, des flash orders,
des marchés multiples, des systèmes de négociation alternatifs, le trading à haute fréquence, MIFID en Europe, Reg NMS aux États-Unis. Et ce que nous avons aujourd'hui est un vrai bordel. Un silence effroyable envahit le beau salon opéra. Mais il poursuit. Pour le grand public, les marchés financiers ressemblent de plus en plus à un casino. Sauf qu'un casino est plus transparent et plus simple à comprendre. Si le public en vient à penser que les marchés financiers sont une escroquerie, alors les entreprises et les entrepreneurs n'obtiendront plus les fonds dont ils ont besoin pour développer notre économie, créer des emplois et améliorer le niveau de vie. C'est la fin du discours. Le silence continue à plomber l'atmosphère. Le gratin de la finance mondiale reprend son souffle, puis des applaudissements nourris retentissent. L'orateur n'a fait que dire tout haut ce que tout le monde sait et pense tout bas. Comme l'explique Alexandre Laumonier, l'auteur discret de cet essai dont le titre se limite au chiffre 6, à qui nous devons le récit de cette scène, c'est aujourd'hui près de 70% des transactions qui sont opérées par des ordinateurs dont la puissance de calcul est infiniment plus forte que celle de n'importe quel cerveau humain. L'immaturité savante et aventureuse de la finance a été ce jour-là incompatible avec la solennité doctorale qui l'accompagne d'habitude. Ces applaudissements n'ont été possibles que par la prise de conscience par les auditeurs qu'ils étaient tous, d'une façon ou d'une autre, impliqués dans cette évolution. Ces membres de la classe dominante, ainsi réunis, ont pu se laisser aller à la complicité, voire à l'espièglerie d'un enfant qui avoue avoir piqué des bonbons alors que tous les autres en ont fait autant. Les superordinateurs de la finance ont désormais pour champ de bataille la planète entière. L'auteur de ce petit ouvrage passionnant envisage le soulèvement des machines. Les ordinateurs en viendraient à soumettre les humains à leur propre temporalité. Le libéralisme financier apparaît comme puéril. Il recrute, par la fascination du pouvoir et d'un argent qui permet l'immaturité face à la violence dans les rapports sociaux qui s'enflamment du fait de ces dérives folles d'une finance qui, tel un gang, pille l'économie réelle et le travail du milliard d'êtres humains. Fin de la première partie, patron spéculateur et salarié jetable.